Il y a quelques jours, Guillaume Pley, via son média Légende, a publié une interview de Yossi Cohen, directeur du Mossad de 2016 à 2021. Et si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez sans doute remarqué que cette interview a fait scandale pour une raison, c'est que dedans, Guillaume Pley se montre extrêmement complaisant avec son invité. Alors en soi, s'il se contentait juste de recevoir des sportifs, des chanteurs, des acteurs, etc. pour discuter de leur carrière ou de la pluie et du beau temps, on aurait juste une émission culturelle / promotionnelle de plus dans le paysage médiatique. Rien de nouveau sous le soleil. Sauf que dans le cas de Légende et de l'interview qui nous intéresse aujourd'hui, il y a deux choses à prendre en compte qui font qu'on n'est pas dans la simple émission culturelle / promotionnelle. La première, c'est que Guillaume Pley ne reçoit pas n'importe qui, il reçoit Yossi Cohen, ex-directeur du Mossad. Et qu'on le veuille ou non, Yossi Cohen, non seulement c'est une personnalité politique, mais en plus c'est une personnalité controversée. D'ailleurs, dans cette interview, il justifie, on va en reparler ensuite, des opérations qui ont coûté la vie à des civils et notamment des enfants. Et il ment à leur sujet. Et ensuite, la seconde chose, c'est que dans cet échange, l'ambiance est chaleureuse, Guillaume Pley rigole avec Yossi Cohen, et quand ils abordent certaines affaires sensibles, il ne cherche pas à le contredire, ou du moins il s'écrase très vite, il oppose aucune contradiction. Il le laisse parler et dire ce qu'il veut. Et pourquoi il fait ça? Eh bien parce qu'avec son média Légende, Guillaume Pley revendique une ligne éditoriale soi-disant neutre. En gros, il ne prend parti pour personne, il s'efface derrière ses invités, il explique qu'il ne les juge pas, qu'il veut juste discuter avec eux en mode full bienveillance, pour reprendre ses propos, et comme effectivement il reçoit tout le monde, c'est-à-dire des personnalités de tous bords politiques, on pourrait se dire « Ah bah génial, enfin un média neutre qui ne prend pas parti et qui donne la parole à chacun, peu importe ses idées ». Sauf que cette neutralité revendiquée, c'est une imposture intellectuelle. Plus généralement, la position morale qui revient à dire je me mets justement au-dessus de la morale et je ne juge personne, en réalité, elle n'est jamais neutre, en cela qu'elle n'est jamais sans effet. Et c'est ce que j'entends démontrer dans cette vidéo. Alors par contre, juste avant de commencer, je tiens à faire une distinction importante. Pour éviter toute confusion, je vais distinguer ce que j'appelle la neutralité méthodologique de la neutralité morale. Qu'est-ce que j'entends par là? La neutralité méthodologique, c'est ce qui va nous permettre, quand on s'intéresse à un sujet, quand on mène une enquête, qu'on effectue des recherches et qu'on veut se construire une opinion sur quelque chose, de suspendre provisoirement notre jugement pour étudier des faits ou des idées de la façon la plus honnête possible. On met de la distance entre soi-même et ce à quoi on s'intéresse. J'appellerais ça une vertu intellectuelle. Un des enjeux, par exemple, c'est d'éviter de tomber dans le biais de confirmation, de chercher des justifications à des principes courus d'avance. Maintenant, ce que j'appellerais la neutralité morale, c'est le fait de refuser de juger, de prendre position face à certaines actions ou certains discours, le plus souvent extrémistes ou mensongers. Et en plus de ça, ce qui m'embête notamment dans le cas de Guillaume Pley, c'est surtout en fait de croire que quand on fait preuve de cette espèce de neutralité morale, on est forcément impartial, on ne produit aucun effet. Ce n'est pas le cas. Croire que quand on ne choisit pas, on ne produit aucun effet, c'est un leurre. Comme le dit Sartre dans L'existentialisme est un humanisme, si je ne choisis pas, je choisis encore. D'abord, première raison pour laquelle vous choisissez quand vous refusez de choisir, c'est que dans le réel, on fait le plus souvent face à des situations, des rapports de force que je qualifierais d'asymétriques. Prenons un exemple fictif. Admettons que des membres d'une association, ils sont une centaine, doivent se mettre d'accord sur le choix d'un logo. Ils ont le choix entre un logo bleu et un logo rouge, et pour décider du logo, ils votent un par un. Au bout de 20 votes, une tendance se dessine, 20 voix pour le logo bleu et 10 voix pour le logo rouge. Là, la 31e personne s'avance pour voter, et comme elle se moque de la couleur du logo, elle décide de s'abstenir, elle ne vote pas. Alors elle refuse de choisir, elle refuse de porter sa responsabilité, mais sa décision produit quand même un effet, son abstention profite au logo bleu. Pourquoi? Parce que le logo bleu a déjà l'avantage, et quand un camp est en position de force, maintenir le statu quo, ça fait ses affaires. Alors je dis pas que le soutien est volontaire de la part de celui qui s'abstient, mais il est effectif. C'est pour ça que dans un système électoral, les abstentionnistes font le jeu, qu'ils le veuillent ou non, du parti majoritaire. Pourquoi? Parce que le parti majoritaire, qui arrive premier par définition, peut se passer des abstentionnistes dans la mesure où il gagne déjà sans eux. Alors que si les abstentionnistes allaient voter, peut-être que ça chamboulerait les résultats et que c'est un autre parti qui arriverait premier. Alors on n'en sait rien, mais c'est possible. Donc ce que je veux dire, c'est que in fine, ne pas choisir, c'est toujours laisser son avantage à celui qui domine. Et en cela, il ne peut pas y avoir de position parfaitement neutre, c'est-à-dire qui ne produirait aucun effet. Autre exemple encore, si c'est pas suffisant, si au travail vous voyez par exemple qu'un manager harcèle sexuellement une de ses employés et que vous dites bon bah voilà, moi j'interviens pas, c'est leurs histoires, c'est entre eux, donc je reste neutre dans ce conflit. En réalité, vous n'êtes pas neutre, vous faites les affaires du manager. Votre silence lui bénéficie. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de dire que entre être neutre moralement et fermer les yeux sur ce qu'on voit, la frontière est parfois très fine, pour ne pas dire inexistante. Ensuite, maintenant qu'on a dit tout ça, dans l'histoire qui nous intéresse, il y a un second point à prendre en compte, c'est la morale, justement. Alors, d'abord, une précision, tous ceux qui se croiraient au-dessus de la morale, qui seraient tentés de se vanter de ne jamais rien moraliser,
Désolé, mais vous vous mettez le doigt dans l'œil. Personne ne fait fi de la morale. Pourquoi? Parce que la morale, c'est simplement discuter du bien et du mal. Et pour tout le monde, il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Même les gens qui prétendent être au-dessus de la morale, il y a des choses qu'ils admirent, des choses qu'ils méprisent, des choses qu'ils tolèrent et des choses qu'ils jugent inacceptables. En revanche, ce sur quoi nous nous disputons toujours quand il est question de morale, c'est ce que nous considérons comme bien ou mal. Sur ce, maintenant qu'on a également dit ça, on peut en venir au point que je voulais évoquer, à savoir que lorsqu'on s'abstient de juger les actions ou les propos de quelqu'un, notre absence de jugement n'est pas nécessairement sans effet. En réalité, la neutralité ne produit pas le même résultat selon ce qu'elle laisse passer. Face à une banalité, elle ne change rien. Face à un mensonge ou face à une horreur, elle facilite la circulation. Prenons un exemple pour que ce soit plus simple. Si je vous dis, moi j'aime bien manger des pommes. Vous allez me dire, ok, d'accord, ça nous fait de belles jambes, mais bon, voilà, on s'en fout, quoi. Et je comprends parce qu'on est là face à une affirmation totalement banale qui n'implique pas de jugement moral. En revanche, si maintenant je dis quelque chose comme, allez, on va prendre un exemple très récent qui a fait l'actualité, je vais vous citer les propos de la sénatrice paraguayenne qui a écrit au sujet de Mbappé: « Cet abruti n'a même pas appris à écrire, au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. » On est sur une déclaration ultra raciste, c'est factuel. Du coup, vous comprenez que si face à ce genre de propos, vous réagissez en disant « Ah moi je respecte toutes les opinions, je ne juge pas, c'est votre idée, pourquoi pas, je ne prends pas parti. » Et vous faites le jeu de cette déclaration raciste, vous contribuez à la rendre normale, acceptable. La réaction normale face à quelque chose de profondément mauvais, répugnant, dégoûtant, comme l'est le racisme, c'est pas l'ouverture d'esprit, c'est de s'indigner, c'est de remettre les pendules à l'heure, c'est de refuser de laisser passer. Et c'est là où je veux en venir. Refuser de juger des prises de position extrêmes, ça bénéficie à ces positions extrêmes. Comme je l'ai dit, une déclaration banale admet par essence une absence de jugement, là où une déclaration extrême devrait susciter une réaction morale. Et c'est pour ça qu'en politique, les partis extrémistes ou les propagandistes adorent les médias ou les gens qui sont capables de discuter avec eux sans les juger, sans les contredire, parce que c'est sur ce terrain-là qu'ils vont pouvoir le mieux progresser. Et d'ailleurs, Yossi Cohen en profite très bien. Je vous montre un extrait qui a beaucoup tourné et où Guillaume Pley parle de l'explosion des beepers du Hezbollah. 17 et 18 septembre 2024, c'est à ce moment-là, je rappelle pour ceux qui connaissent pas l'anecdote et cette histoire, cette mission, c'est des milliers de beepers et des talkie-walkie aussi, donc du Hezbollah, qui vont exploser. Il y a 42 morts, 3500 blessés. C'est vraiment une très très grosse mission. La plupart étant des membres du Hezbollah. Il y a eu des dommages un peu collatéraux. Que des membres du Hezbollah. Que des membres du Hezbollah? Yeah. Chacun qui a eu un beeper dépend du Hezbollah. Et il n'est pas civil, hein. Non, mais je crois qu'il y avait pas eu des gars... Ah non. C'est très personnel. C'était très ciblé, là, oui. Très ciblé, très personnel, très précis. Alors, par exemple, je me rappelle qu'il y a eu un enfant qui avait été blessé, etc. Ça, c'est du... Je me rappelle pas. Non. Bon, je suis désolé, mais là, ça fait vraiment émission de propagande. Un simple fact-checking sur Internet permet de savoir que, contrairement à ce qui est dit, il y a bien eu des victimes civiles. L'opération a fait plus de 3000 blessés, il y a eu 42 morts, dont 2 enfants. Ce sont des faits qui sont sourcés. Donc là où je veux en venir, c'est que c'est bien beau de se revendiquer neutre, comme s'il y avait de la noblesse à ne jamais rien juger, mais le problème, c'est que quand on adopte fermement cette position morale, comme le fait Guillaume Pley, on fait le jeu de tous ceux qui ont des mensonges ou des idées inacceptables à diffuser, et on devient juste un relais à propagande. Parce que, en fait, le spectateur moyen qui regarde cette interview, s'il s'informe pas correctement à côté, il se dit que ce type, après tout, il est bien gentil, il fait son travail, voilà, c'est un honnête homme. Alors qu'on vient tout de même parler d'un type qui a certainement des responsabilités dans l'opération qui vient justifier, opération qui a mené à tuer des civils, dont 2 enfants. Et c'est loin d'être le seul truc problématique dans cette interview. Donc bref, c'est pas le genre de personnage avec lequel on peut copiner comme ça dans un média. D'ailleurs, c'est ce dont des proches parlaient quand il disait « on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ». C'est une phrase qui s'adressait en fait à Jean-Marie Le Pen, parce qu'il avait pas envie de rire avec lui, parce que rire avec lui, c'était une façon de le cautionner. Et c'est ça qui est malaisant dans cette interview, c'est le fait que Guillaume Pley copine avec une personnalité très discutable qui vient proférer des fake news. Je sais même pas s'il s'en rend compte, mais comme il éteint totalement son esprit critique, il devient juste un relais à propagande. D'ailleurs, il y a plein de gens qui le parodient sur les réseaux et qui s'amusent à imaginer ce que ça donnerait s'il recevait Hitler ou des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et oui, c'est bien vu parce que parfois ses invités lui confient des monstruosités et lui, tout ce qu'il trouve à dire, c'est ah ouais, ok, ah ouais, d'accord, dingue. C'est absurde. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça, qu'il sert de relais pour une propagande. Je l'avais déjà cité par exemple dans ma vidéo sur le livre de Sarkozy où j'avais souligné que son interview était complètement nulle parce que il était très complaisant à l'égard de Sarkozy et il cherchait jamais à rectifier ses mensonges alors que c'est pas si compliqué que ça. Bon après de toute façon Sarkozy le savait très bien et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est allé chez Légende pour donner sa seule interview après sa sortie de prison quand il voulait vendre son bouquin. Il savait qu'en allant chez Légende, il pouvait contrôler absolument tout son discours, tout son storytelling. Il ne serait pas contredit. Du coup, vous comprenez pourquoi un média absolument
absolument neutre, soi-disant full bienveillant, aller chercher la bienveillance au passage dans le fait de diffuser des mensonges sur des enfants décédés dans des explosions. Enfin bref, vous comprenez pourquoi un média absolument neutre qui se refuse de juger ou au minimum de rectifier les dires de ses invités peut très vite produire des séquences qui sont de la pure propagande. Et vous avez beau dire oui mais il reçoit tout le monde, il donne la parole à tout le monde, peu importe ses idées, ça n'y change rien. J'ai même envie de dire c'est un peu le problème. Parce que traiter de la même manière une chanteuse, un acteur, un footballeur et un ex-chef d'État condamné pour association de malfaiteurs ou encore un ancien chef du renseignement qui justifie des opérations meurtrières, ce n'est pas neutre. Recevoir tout le monde de la même manière, ce n'est pas être juste ou impartial, c'est offrir un avantage à ceux qui ont besoin d'une tribune pour répandre leurs mensonges et faire leur propagande. Et dans cette interview, on voit très bien que Yossi Cohen en profite. Il est là pour soigner son image, il se rend sympathique, il réécrit son histoire à son avantage. Et puis on sent bien qu'il essaie d'investir le champ politique et c'est tout sauf anodin. Donc bref, tout ça pour dire que la neutralité morale, comme je l'ai appelé, c'est un leurre. Quand on se dit neutre sur le plan moral, soit on ment et c'est une manière de cacher ses véritables intentions, soit on se conforte dans l'ignorance des conséquences de ses propres actions. Et notez que ce que je dis là, ça vaut tout autant pour un média comme Légende que pour un individu. C'est d'ailleurs pour cette raison que je fais cette vidéo, parce que je sais qu'en tant qu'individu, il y a des gens qui sont séduits par cette perspective, par l'idée de se dire « Oh mais moi je ne juge rien, je suis au-dessus de la morale, etc. » Mais non, personne n'est au-dessus de la morale, et la neutralité n'est pas sans conséquences. Alors après, je précise, mais je dis pas ça non plus pour vous forcer, entre guillemets, à vous engager, en mode « Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes forcément contre nous », ou alors « Vous êtes forcément responsable de ce que vous n'empêchez pas, etc. » La réalité est bien plus complexe que ça, je le sais très bien. Pour s'engager, encore faut-il savoir quoi faire. Chaque situation demande toujours de trier le vrai du faux, de s'informer, etc. Et ce sont des choses qui prennent du temps, qui demandent des efforts. Ce que je critique en revanche, c'est de croire qu'en ne prenant pas parti, on est impartial et on ne produit aucun effet. Non, la neutralité de ce point de vue, ça n'existe pas.